L'aventure du séquençage du génome humain. Le génome humain, d'abord, c'est une espèce de livre de la vie, un livre d'instructions qui permet aux cellules, à chaque instant, de bien fonctionner, aux organes de bien fonctionner, en allant chercher dedans, on pourrait prendre l'équivalent du disque dur, on pourrait prendre l'équivalent de la bande magnétique, de tout un système d'informations qui sont encodées, comme vous l'avez dit il y a un instant, dans cet ADN, ce génome humain. Alors il faut bien comprendre que ce génome humain, c'est une longue molécule, longue à l'échelle de la dimension d'une cellule, ça fait presque 1 mètre de long, si on la débobinait complètement, et c'est composé de 3 milliards, ça ne paraît pas un chiffre gigantesque, mais je vais vous dire dans un instant ce que ça veut dire, 3 milliards de lettres qui se succèdent élémentaires, les unes à côté des autres, dans un alphabet assez réduit, puisqu'il n'y a que 4 lettres. Là où nous avons besoin, pour nous comprendre, pour lire, pour échanger entre nous de points, de virgules, de 25 ou 26, je ne sais jamais, 26 lettres, la vie, elle, a réussi à, un peu comme on le ferait avec le morse, avec 2 signaux, ou dans l'informatique avec 2 0, 1, eh bien la vie, elle, a basé son système de stockage d'informations dans une longue molécule qui comprend 4 molécules de base, donc il y en a 3 milliards au total, qui se succèdent à C, G, T, A, B, C, etc. A, C, G et T, c'est comme ça qu'on les a appelés. Voilà. Adénine, c'est des molécules chimiques assez simples, hein, c'est pas très compliqué, quand on les voit on se dit « Ah, c'est ça le... » Ce n'est que ça. Ça n'est que ça. Sauf que un peu comme quand vous encodez un message en morse, les gens qui savent lire le morse savent reconnaître à travers la succession des traits courts, des traits longs, des sons courts, des sons longs, ce que signifie le morse, eh bien là, la cellule, elle sait lire les instructions et le message qui sont codés par ces lettres qui se succèdent. Moi, je suis incapable de le faire. D'ailleurs, Michel, qui est un grand spécialiste de ces questions chez le végétal, et Louis-Marie dans l'animal, sont totalement incapables de lire ça quand on voit la question. Il faut qu'on s'aide d'ordinateurs qui, grâce à toute une série de techniques, repèrent dans cet alignement la signification, quand on sait le dire, de ce message. Alors, pour vous donner quand même une importance de ce que c'est 3 milliards, prenons un livre 21-27, et j'avais fait le calcul, j'espère ne pas me tromper, mais si on prend un livre 21-27, donc un beau bouquin déjà, beaucoup plus gros que celui-là, ouais, les trucs classiques, hein, et qu'on compte le nombre de lettres qu'il y a par ligne et le nombre de lignes qu'il y a dans une page, on s'aperçoit que sur une étagère, ça ferait déjà quelques 2 ou 3 mètres de long, voire 6 mètres de long, ça dépend comment, évidemment, l'épaisseur des pages, etc. Mais en gros, c'est déjà énorme. Donc, pour représenter la succession de ces 3 milliards de lettres d'instructions élémentaires dans un livre, il faudrait une grande étagère. Et la cellule, elle, arrive à stocker ça dans ce petit noyau qu'on appelle. Donc voilà. Alors la question était, est-ce que si je connais ces 3 milliards de lettres et leur enchaînement successif de manière très précise, lettre à lettre, est-ce que je serais capable de lire, comme je suis capable de lire ce livre, le livre d'instruction de la vie? Est-ce que je comprendrais brutalement, de manière fabuleuse, comment se déclenche un cancer? Est-ce que je comprendrais comment les organes fonctionnent? Il y a eu cette illusion dans les années 80, parce que cette molécule, on l'a découverte il n'y a pas si longtemps que ça. C'était dans les années, juste pendant la guerre, on a démontré clairement que ce qui stockait l'information génétique, la raison pour laquelle on avait les yeux bleus, les yeux marrons, les cheveux bouclés, pas de cheveux, n'est-ce pas Michel? N'est-ce pas Louis-Marie? N'est-ce pas Pierre? C'est héréditaire. Pourquoi on n'avait plus de cheveux, par exemple? C'était dans cette molécule-là que résidait cette information. Et ça, on l'a découvert en 43-44 avec des expériences très célèbres où on a démontré que cette molécule, on avait soupçonné beaucoup de choses avant, on a démontré formellement. Et on a connu sa structure vraiment tridimensionnelle, la structure moléculaire, dans les années 53, par là, etc. Puis ensuite, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et dans les années 2000, donc c'est très récent, je suis en train de dire des bêtises, dans les années 1980, on a commencé à véritablement s'interroger sur quelle est la composition de cette molécule. On connaissait sa taille chez l'homme, on connaissait sa taille chez les animaux, dans certains cas, chez les végétaux. Comment est-ce qu'on pourrait identifier ces lettres?
Et à l'époque, je me souviens, j'étais encore à la paillasse et je m'intéressais à des virus. Alors les virus, c'est des bêtes un peu particulières, c'est tous les animaux les plus simples, enfin les animaux, les êtres vivants d'ailleurs entre guillemets, parce que c'est pas vraiment vivant. C'est des êtres vivants qui contiennent une information génétique, mais très petite, de quelques milliers de ces molécules. Entre 5 et 10 000, nous les nôtres c'était 10 000. Et à l'époque, pour séquencer ces 10 000 paires de bases, il fallait le travail de quasiment toute une thèse, 3-4 ans, et encore, on avait bien du mal à tout séquencer. C'était vraiment un boulot, on faisait ça main à la main, élémentaire, il fallait prendre une règle pour lire, etc. Enfin, c'était un travail fabuleux. Et à l'époque... Séquencer, ça veut dire identifier lettre à lettre. Voilà. Lettre à lettre. Hein. Et véritablement, la position où elle est, après le A, qu'est-ce qu'il y a, un C ou un G ou un T, après le CG, etc. Donc il fallait plusieurs mois. Et quand on calculait le temps qu'il faudrait à l'époque pour connaître, si tant est qu'on puisse le faire à cette époque-là, parce qu'on avait quand même quelques inconnus, on avait calculé le temps qu'il faudrait à tous les chercheurs, à condition qu'ils travaillent tous, les chercheurs capables de le faire, dans le monde pour faire ça, on avait calculé qu'on aurait fini dans les années 2050 à cette époque-là. Tellement. Donc les gens se sont dit c'est pas possible. On n'y arrivera pas. C'est le génome humain. L'idée c'était qu'on ne pourrait pas. Et puis il y a un certain nombre de gens, en particulier aux États-Unis, mais aussi en France, qui ont eu l'idée d'automatiser, de transformer nos laboratoires de recherche en espèce d'usine où tout un ensemble d'opérations élémentaires qu'on faisait à la main très laborieusement serait pris en charge par des automates. En gros, là où nous on faisait un truc, parfois en se trompant, parfois en mettant à côté du tube, donc en faisant quelques erreurs, une à une, des robots allaient faire ça 1000 par 1000, voire 10 000 par 10 000. Et là, on a commencé à voir s'organiser des vrais labos, véritables usines d'études, dont le Centre national de séquençage et l'émanation, mais ça a commencé dans les années 90, véritablement, cette opération de ce qu'on a appelé la biologie à grande échelle. Et à partir de là, on a commencé à se dire, ça devient possible. Je finis dans une seconde. Hein. En 93, donc il y a même pas 20 ans, les perspectives étaient qu'on connaîtrait, grâce à ces nouvelles technologies très performantes, qui avaient réduit le chercheur que j'étais à ne plus être à la paillasse, mais à regarder des ordinateurs et des robots fonctionner, on avait calculé que ça serait fait en 2015, 2013, en 93. Et comme Paul l'a dit tout à l'heure, en 2002, on a été capable déjà de publier le premier séquençage. Ces méthodes se sont profondément accélérées. Et on a vu par exemple à Ivry Génopôle une salle complète équivalente à celle-là, entièrement peuplée d'appareils automatiques qui tous fonctionnaient les uns à côté des autres, qui prenaient des morceaux de ce génome, des petits morceaux, et qui séquençaient. Et on a réussi, en mettant ensemble une dizaine de laboratoires dans le monde spécialisés, à se mettre tous d'accord pour se partager le travail aux États-Unis, en Angleterre, où il y avait un très gros centre, en France, après, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre ? En Allemagne aussi, mais un peu plus tard. Il y a eu au Japon aussi un effort, un moment. Donc en se mettant tous ensemble, pour la première fois, tous les laboratoires compétents dans le monde se mettaient ensemble pour essayer de donner à la communauté scientifique mondiale, comme une espèce de patrimoine de l'humanité, la connaissance de ce génome. Et ces laboratoires se sont séparés le travail. Hein. La France avait la France a eu à faire un chromosome, un morceau de chromosome, un chromosome entier, etc. Ouais. D'ailleurs, le travail français a été reconnu comme l'un des meilleures qualités par rapport à tous les autres travaux. Il faut dire qu'on avait pris le chromosome parmi les plus petits, donc c'était plus facile, mais ça a été très bien fait. On n'est pas bête. Alors pourquoi est-ce que d'ailleurs on s'était mis tous ensemble ? Parce qu'une société privée aux États-Unis qui s'appelait Celera, alors non pas parce que... Non, je vous garantis, c'est vrai, elle s'appelait Celera, mais pas parce qu'elle était peuplée de gens qui voulaient faire beaucoup d'argent, mais simplement parce que Celera, ça voulait dire C-E-L-E-R-A, qui veut dire rapide. Hein, la célérité, la vitesse. C'est ça que ça voulait dire. Et qui s'était mis en tête de séquencer le génome de l'homme pour ensuite se l'approprier, le breveter et ensuite le vendre. Et vu le prix que ça aurait représenté, c'était condamner les laboratoires de recherche pratiquement à ne pas être capables de se le payer. Donc tous les laboratoires publics dans le monde se sont mis ensemble, les Américains, les Anglais, les Français, les Européens d'une manière générale, les Asiatiques, tous ensemble pour connaître ce génome. Et ça a été publié, c'était une grande victoire, en même temps d'ailleurs que cette société qui a perdu l'argent qu'elle comptait gagner. Et ce dont on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est que quand on avait le livre de la vie entre les mains, qu'on savait à peine le lire, on savait le lire, eh ben on n'avait rien compris au cancer, on ne comprenait rien de plus à la fonction de la biologie végétale,
mais que ça nous donnait de formidables outils pour aller rechercher, par exemple, le gène responsable de la mucoviscidose. Il fallait des années auparavant pour aller chercher un gène de ce type, et là, brutalement, grâce à cela, il fallait quelques semaines ou quelques mois pour aller chercher un gène de susceptibilité à une pathologie humaine. En biologie végétale, Michel en parlera, on a pu défricher comme ça aussi tout un ensemble de génomes essentiels à la vie de l'homme, hein, les plantes comestibles, le blé, et on s'est rendu compte d'ailleurs d'histoires fabuleuses. On a pu reconstituer comment les ancêtres de Michel avaient progressivement pris des plantes sauvages, les avaient associées, ou la nature les avait associées, pour faire aujourd'hui ce blé. Et on pouvait reconstituer simplement la lecture du livre concernant le blé, ou le maïs, ou quelle avait été l'histoire de ces plantes, pareil chez les animaux.